Un podcast Studio Dilettante. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement et sans prise de tête la politique. Je m'appelle Adrien et avec mon camarade Nemo, tous les lundis, on explique c'est quoi la droite, la gauche, c'est quoi... tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être Nemo ? Ça va être le Sénat et bon retour Adrien. Merci beaucoup. J'ai essayé de garder la maison en attendant. Et oui, j'ai vu ça. Mais oui, j'ai écouté ça avec beaucoup d'attention. On en a un peu débriefé hors micro, comme... Nos auditeurs et auditrices peuvent l'imaginer. Très bien sur Adolphe Philippe. J'aurais plein de petites choses à dire sur le nucléaire, mais c'est mon petit côté écolo qui parle. On fera le match retour. C'est ça, oui, quand on aura l'occasion d'en parler. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, vous aussi à les faire. On a un Twitter pour ça. Tout à fait. Et sur ce, petite note de musique. Ah oui. La Chambre dit au Sénat, vous retardez le char de l'État. Tirant à droite constamment, vous trouvez toujours qu'on marche trop vivement. Vous siégez tous les 15 jours, ça peut pas durer toujours. Le Sénat répond chez vous, on ne voit que de jeunes fous. Vous avez beau faire du bruit et travailler même quelquefois la nuit, la roue n'en fait pas plus de tour et ça peut durer toujours. Alors là, c'était un peu à la dernière minute que j'ai trouvé ce truc-là. Ah bah ça sent la France de 2020. Ça sent la jeunesse. De 1920. Alors, de 1900, alors je crois que c'est les années 30. Xanroff, la Chambre et le Sénat. Et ça décrit justement ce rapport parfois un peu pédant, un peu paternaliste que certains sénateurs peuvent avoir avec leurs camarades députés, puisque voilà, c'est la roue tourne, dans le sens où nos députés sont soumis à une sorte d'immédiateté, d'élan par la foule qui les pousse à leur voter certaines choses, là où le Sénat, on est sur la sagesse. Il y a déjà deux différences en fait entre l'Assemblée et le Sénat à ce niveau-là. Je pense en termes d'élection, c'est-à-dire que la grande différence par rapport au moment où a été composée cette chanson, c'est que maintenant les députés sont élus en même temps que le président, donc ça renforce cette immédiateté, alors que le Sénat, lui, reste totalement indépendant des élections présidentielles, puisque contrairement aux députés qui sont renouvelés intégralement tous les 5 ans, lui, le Sénat n'est renouvelé que par moitié tous les 3 ans. Donc, d'où le fait qu'il y ait le temps long au Sénat. Et comme en plus, c'est une élection indirecte, il y a beaucoup plus de temps pour construire quelque chose. Et disons que acquérir de la puissance politique au Sénat demande beaucoup plus de temps qu'à l'Assemblée. Et tu l'as très bien résumé entre l'immédiateté et le temps long. Alors, expliquons du coup un peu le Sénat. On a commencé un peu à teaser quel va être le sujet du jour. Donc, le Sénat, vous l'aurez évidemment deviné. Le Sénat, donc, c'est 348 personnes qui sont élues. Donc, la moitié est élue tous les 3 ans. Voilà, c'est ça. Ça a changé il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a changé il n'y a pas si longtemps que ça. Avant, c'était par tiers. Voilà, c'était 2003 que ça a changé. Alors, c'est assez vieux, le Sénat. Avant, ça s'appelait le Conseil des Anciens. C'était en 1795, donc ça remonte quand même un petit peu. Et c'est devenu le Sénat. Il y a une histoire assez trouble. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Mais alors, on l'a évoqué sur des précédentes émissions, mais à quoi ça sert le Sénat en très bref ? Alors, en très très bref, c'est la deuxième chambre du Parlement. Je crois que c'est la chambre haute. Je ne sais jamais ce genre de choses, mais il me semble que c'est la chambre haute. C'est la seconde chambre. Voilà. Là, c'est la haute assemblée et la seconde chambre. Voilà, c'est ça. En fait, le Sénat, à quoi ça sert ? C'est tout simplement, on va dire, une espèce de chambre qui est censée représenter les territoires. C'est-à-dire que les sénateurs sont élus par les élus locaux, en très grande partie. Et alors, c'est très complexe de résumer le rôle du Sénat.
en une phrase ou deux, mais disons que avoir une seule chambre, comme tu l'as dit, je vais reprendre cette image parce que je l'aime bien, de l'immédiateté. Il est aussi bon d'avoir une chambre qui permet en quelque sorte de prendre le temps d'examiner, d'avoir une ambiance beaucoup plus posée, parfois même beaucoup moins politique dans le sens de l'effervescence, des combats, etc., d'avoir un truc beaucoup plus calme, etc. C'est principalement ça l'intérêt du Sénat. C'est très difficile à défendre comme ça parce que ça pourrait apparaître comme quelque chose d'assez inutile qui ralentit l'action législative, etc. Mais en réalité, le Sénat permet de poser beaucoup de choses. Voilà, ça c'est le côté plutôt positif, on va dire. Il y a quand même beaucoup de problèmes avec le Sénat, malgré tout. Mais ça, c'est parce que c'est ton avis, ce n'est pas le mien. Je suis neutre, je suis l'animateur de cette émission, je suis la neutralité, alors que toi, on sait que tu es un vil opposant du Sénat. Mais effectivement, Montesquieu, Montesquieu disait la puissance législative, puisque donc ça fait partie de la puissance législative. Il disait donc, Montesquieu, ça date pas d'hier, la puissance législative doit être confiée au corps des nobles et au peuple qui auraient chacun une assemblée à part avec donc ses intérêts et ses buts très différents. On voit bien qu'il y a vraiment c'est l'impulsion populaire avec l'assemblée et l'espèce de sagesse, justement d'où le nom Conseil des Anciens avant. Mais alors au-delà de ce qu'on peut penser des gens qui siègent au Sénat, on peut aussi se dire que ça vient peut-être de leur méthode d'élection et justement comment ils sont élus ces gens-là. Alors accrochez-vous. Oui, c'est pas compliqué. Facile. Je vais essayer de le résumer. Il y aura probablement des simplifications. Normalement, au moment où vous écoutez cette émission, vous avez élu vos conseils municipaux qui vont donc élire le maire. Et ces conseils municipaux vont choisir entre eux en fait des représentants. Alors c'est proportionnel au nombre de conseils municipaux par commune qui vont aller voter ensuite pour les sénateurs par région ou département, je ne sais pas, par département. Alors il y a plein de choses. Alors les grands électeurs, donc c'est 150 000 personnes, j'ai vérifié. Donc les députés et les sénateurs peuvent voter, ce sont des grands électeurs. Les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les membres des assemblées pour les collectivités par exemple d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie, etc. Et des délégués de conseils municipaux. Donc, j'ai pris un exemple. Si vous avez 19 conseillers municipaux dans votre commune, il y a 5 délégués. Et après, c'est proportionnel, ça va jusqu'à 21, 27, je sais plus. Enfin voilà, disons qu'il y a une surreprésentation dans ce collège électoral des petites communes. Puisque, étant donné qu'à partir du moment où on a un conseil municipal, on a des personnes en capacité de voter pour les sénateurs. La difficulté ensuite, c'est qu'en fonction des départements, de la population des départements, le nombre de sénateurs élus n'est pas le même. Et en fonction du nombre de sénateurs élus, le mode de scrutin n'est pas le même. Jusqu'à 3 sénateurs, si je me souviens bien, ou 2 sénateurs, c'est un scrutin majoritaire. Et sinon, c'est un scrutin proportionnel de liste. Alors, je sais que c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de charabia pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de vocabulaire. Je vais vous conseiller d'aller voir sur la fiche Wikipédia du Sénat, en général, parce que vous aurez des schémas, vous aurez des choses, des textes posés, ce qui sera beaucoup plus pratique qu'à l'oral. Retenez juste que le Sénat est principalement l'émanation d'élus, c'est des élus d'élus, en quelque sorte, et que si vous habitez une petite commune, vous avez beaucoup plus de poids au final dans l'élection des sénateurs que si vous êtes un habitant d'une grande ville, puisque si le Sénat est, depuis la Seconde Guerre mondiale, historiquement à droite, à part une période de quelques années, c'est parce qu'il représente avant tout les territoires, et donc les campagnes et les petites communes qui sont, au niveau de l'histoire politique, plus conservatrices que le reste du territoire français. Et c'est intéressant, alors je n'ai pas bien noté son nom, mais c'était un sénateur qui s'appelle Édouard Herriot, j'ai un doute sur le nom de famille, qui disait du Sénat, c'est une assemblée d'hommes à idées fixes, heureusement tempérée d'une abondante mortalité. Il y a aussi, disons il y a aussi une phrase qui dit que si les tapis du Sénat sont rouges, c'est pour pas qu'on entende les cadavres tomber. Voilà. Donc ce qui veut, donc effectivement, non seulement des gens des territoires ruraux et sans aucun jugement, effectivement, ils ont tout à fait le droit d'être représentés, mais c'est vrai que démographiquement, on remarque une certaine sociologie particulière. C'est des barons locaux, on pourrait dire ça comme ça. Aussi souvent, les sénateurs sont des gens, en fait, comme ils n'ont pas de compte à rendre à la fois aux périodes sensibles politiquement des élections
et aux électeurs directement, ils ont un statut un peu particulier. Comme je disais, c'est des élus d'élus. Donc ils font partie d'un cercle qui est très politique et qui n'est pas en contact direct avec la population. Ça n'empêche absolument pas des sénateurs d'aller rencontrer les populations de leur département. Mais comme ils sont moins dépendants d'une élection directe, ça les place dans une position beaucoup plus confortable. La contrepartie de tout ça, c'est qu'ils ont beaucoup moins de pouvoir que l'Assemblée nationale si on se fie à la Constitution. Oui, effectivement, parce que par exemple, imaginons que le gouvernement a un projet de loi sur les retraites. Par exemple, alors je n'allais pas prendre celui des retraites puisque c'est trop actuel et l'idée aussi. C'est un sujet, peu importe. C'est un sujet. Voilà. Imaginons que le gouvernement a un projet de loi sur les retraites. Il passe à l'Assemblée, le Sénat n'est pas d'accord, ça repasse à l'Assemblée. Il y a ce qu'on appelle les navettes, donc cet échange pour que normalement les deux chambres discutent et doivent normalement voter exactement les mêmes lois. Le Premier ministre peut dire non, c'est marre, l'Assemblée vote, c'est oui ou non, et on passe à la suite. Ce qui fait qu'effectivement, le Sénat est un peu en retrait, peut avoir peut-être un pouvoir d'amendement, de spécification, d'écriture, mais en réalité, on dit souvent que l'Assemblée a le dernier mot, et c'est la réalité. C'est la réalité institutionnelle. C'est-à-dire que si l'Assemblée nationale veut adopter un texte, il n'y a pas grand-chose que le Sénat peut faire pour l'en empêcher, pour l'adopter à la lettre près. Il y a des exceptions sur lesquelles le Sénat a une obligation de le voter. Par exemple, les réformes constitutionnelles ne peuvent pas être votées sans le Sénat. Ce qui veut dire que, paradoxalement, pour modifier la façon d'élire le Sénat, on devrait avoir l'accord du Sénat, ce qui peut poser un certain nombre de questions. Mais le Sénat, en réalité, du fait de sa position de faiblesse, l'utilise souvent comme une force. C'est-à-dire que, étant donné qu'ils n'ont pas de moyens de pression finale dessus, ils peuvent l'utiliser de deux avantages. Le premier, c'est que, à la limite, ils pourraient faire n'importe quoi, ça n'aurait pas grand impact. Par exemple, lors du vote du budget, je sais que le Sénat, qui a majorité aujourd'hui du Parti Les Républicains avec alliés centristes, on va dire que c'est principalement à droite pour simplifier, ils ont voté des mesures budgétaires que jamais le gouvernement n'acceptera parce que ça fera une explosion sociale. Clairement, ça sera un gros dossier social. Et dans le même temps, ils peuvent dire, nous, on est une assemblée calme, posée, on vous propose des choses raisonnables, venez en discuter, et si vous ne voulez pas, vous avez intérêt à avoir des arguments autres que vous avez tort parce que politiquement, vous ne pouvez pas l'imposer. Et c'est quelque chose, effectivement, je vous ai mis dans les liens en description une émission de France Culture qui s'appelle l'Atelier du pouvoir, et où on entend, j'ai oublié le nom de la sénatrice qui intervient, et elle dit effectivement que elle n'était pas habituée à prendre le temps de travailler dans le fond du fond. Elle disait qu'elle était très surprise, et agréablement surprise, justement du soin qui est apporté au travail de sénatrice. Et est-ce que justement on critique effectivement leur déconnexion peut-être par rapport à une certaine frange de la population, même en général. Ouais. Est-ce que des fois c'est pas bien d'avoir des gens qui prennent le temps et qui n'ont pas d'enjeu de politique politicienne? Alors c'est bien et pas bien. C'est désolé pour la réponse de Normand, mais c'est bien parce que tu as très bien évoqué les avantages de tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'au Sénat, il y a beaucoup plus manière à discuter qu'autre chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort une assemblée dont le mode d'élection est incompréhensible, qui historiquement ne connaît pas l'alternative. Comme je l'ai dit, à part quelques années avec une majorité socialiste, une majorité de gauche, le Sénat est historiquement de droite. Et surtout, il en ressort que aujourd'hui, le Sénat n'est pas lisible par nos concitoyens. Aujourd'hui, et sans faire insulte à l'intelligence de personne, je pense que peu de gens savent exactement comment fonctionne le Sénat et savent véritablement son rôle, son utilité, etc. En plus, le Sénat, comme il a une espèce d'indépendance totale, comme je disais, sa faiblesse est aussi une force. C'est-à-dire, s'ils veulent faire des choses que le gouvernement n'aime pas trop, pourquoi le gouvernement irait s'embêter à négocier avec le Sénat quand au final il n'a pas vraiment besoin de son avis? Aujourd'hui, il y a, je crois, moins de 25 sénateurs qui sont apparentés La République En Marche, qui est donc le parti présidentiel. Actuellement, ça n'empêche pas le président Macron de gouverner. Ça n'empêche pas le gouvernement d'Édouard Philippe de faire passer des choses. Et d'ailleurs, le symbole ultime, on a beaucoup parlé ces derniers temps du 49.3, on a fait une émission dessus d'ailleurs, le 49.3 n'existe pas au Sénat, parce que le gouvernement n'en a pas besoin. Et je sais qu'il y a des gens qui pourraient dire « Oui, mais qu'est-ce qui se passerait si le Sénat décidait de tout bloquer, d'empêcher en gros le gouvernement de gouverner ?»
je ne sais pas ce qui se passerait, mais clairement, c'est pas dans la logique de cette institution, c'est pas dans ses pratiques, et c'est pas dans la façon dont même les sénateurs qui sont élus envisagent leur mandat. Effectivement, c'est plus, ok, vous voulez passer en force le truc, essayons de voir qu'est-ce qui est faisable en l'état, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et en tout cas, parce que ce sont souvent, comme tu disais, des barons ou des vieux briscards de la politique, donc des gens qui ont une connaissance de comment on écrit une loi, comment on l'amende, comment on fait en sorte que ce soit cohérent aussi dans une politique générale et sur plusieurs mandats, puisque les présidences se succèdent, les gouvernements, etc. C'est bien aussi d'avoir cette régularité. Disons qu'il serait bien d'avoir une régularité. Disons que c'est bien d'avoir de la sagesse. C'est mieux quand c'est pas toujours les mêmes qui l'ont, en fait. Comme je disais, vraiment, une institution qui ne connaît pas l'alternance, ça reste, et là je vais citer Lionel Jospin qui avait qualifié le Sénat d'anomalie démocratique, ça reste quand même une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire, c'est pas le problème, le problème n'est pas qu'il soit d'un côté ou de l'autre. Le problème, c'est à partir du moment où ça ne change pas, quel est le poids réel qu'on peut accorder au Sénat? Quelle est la crédibilité réelle qu'on peut accorder au Sénat quand il y a cet éléphant dans le couloir? Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de changer le Sénat, mais que jusqu'à présent, les planètes se sont alignées, qu'il est toujours le même. Je sais il y a beaucoup eu de projets dans les présidentielles de transformer le Sénat en assemblée citoyenne, etc. Mais à l'heure actuelle, il garde sa réputation d'inamovible. Effectivement, c'était notamment Benoît Hamon qui proposait ça. Mélenchon proposait de le supprimer carrément. Oui. Alors qu'il n'a pas été sénateur d'ailleurs. Il a été sénateur très longtemps, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, c'est ça. C'est même, je crois, une grande partie du début de sa carrière nationale. Et alors donc oui, effectivement, il y a ces propositions de réforme, etc. Et peut-être le plus marquant historiquement est la proposition du général de Gaulle qui en 1969 propose, en a marre en fait de voir le Sénat justement un peu le titiller, et qui a lancé un référendum qu'il a perdu. Oui. Alors, ça serait plus long d'expliquer pourquoi. Mais c'est quand même assez significatif que quand même les gens ils ont quand même voté contre le général de Gaulle et pour le Sénat. Je dirais pas jusqu'à dire qu'ils ont voté pour le Sénat. Après tout, ce aujourd'hui, sont les territoires. Mais clairement, là, je vais faire une proposition un peu démago, mais si on faisait un référendum, bon, pas en ce moment vu les circonstances, mais si on faisait un référendum hypothétique sur la suppression du Sénat, pour moi, le résultat ferait peu de sens, tellement cette institution est incompréhensible. Le seul moyen de savoir, ce serait de le faire. Dernière question, parce qu'on commence à dépasser les 15 minutes que l'on vise. Est-ce que justement le Sénat n'a pas un autre rôle que en fait, celui qu'il a à la base? Et je pense notamment à une petite affaire qui a fait les joies d'un certain été, qui était l'affaire Benalla, où parce que non seulement le Sénat a un rôle effectivement législatif, mais il a aussi un rôle d'enquête et de questionner avec certains droits que d'autres n'ont pas, de faire venir des gens. Et notamment dans l'affaire Benalla, on a senti qu'il y avait une vraie prise en main de cette affaire Benalla. Disons que le Sénat, alors, pour revenir sur les droits, l'Assemblée nationale avait autant de droits que le Sénat d'enquêter sur l'affaire Benalla. Mais j'en reviens à ce que tu as dit au tout début, et je suis désolé, j'insiste un peu, mais je trouve que l'image est très bonne. C'est-à-dire que là où l'Assemblée était tempétueuse, le Sénat s'est dit « calmons-nous ». Et on va faire les choses bien. Et du coup, les gens ont un peu découvert le rythme du Sénat, le fameux rythme de sénateur. Hein, mais ils ont découvert donc Philippe Bas, le président de la commission. Et ils ont découvert, on va dire, le bon côté du Sénat, on va dire. Et parce qu'effectivement, il y a des bons côtés. Mais est-ce que ça durera? Et est-ce que les gens se disent oui, c'est mignon, c'est un petit peu archaïque, on va dire, un peu vieux, mais effectivement, c'est important. Donc oui, il y a des choses importantes au Sénat. Oui, il s'y passe des choses très bien. Et oui, les discussions et les débats ont de l'intérêt. Mais, et là j'en terminerai d'un point de vue très personnel, je pense que cette institution ne pourra pas continuer pendant des dizaines et des dizaines d'années à ne pas bouger. L'Assemblée bouge, il n'y a pas de raison que le Sénat n'y passe pas un jour, ou alors il doit se résoudre à rester un éternel bavard.
Et cette année, justement, va être très intéressante sur le Sénat. Et je vous invite à suivre l'actualité là, des mois à venir, puisque donc ça fait 3 ans, les dernières élections sénatoriales. Donc c'est en 2020. Ouais. Donc c'est en 2020. Et donc la moitié du Sénat devrait... va changer. Enfin, les questions qui se posent sont multiples. Je vais très vite, parce que je sais qu'on est à court de temps. C'est, est-ce que les partis, on va dire, un peu nouveaux qui sont en... déjà, est-ce que les partis genre Europe Écologie Les Verts, etc., La République En Marche, vont vraiment investir la campagne sénatoriale? On peut penser aussi à la France Insoumise ou même le Front National, le Rassemblement National. Est-ce qu'ils vont vraiment investir des billes? Ce sera la question clé. Est-ce que le Sénat va rester une institution à part, ou est-ce que d'autres partis vont essayer de l'investir pour essayer de s'en emparer? Et ce qui changerait beaucoup de choses à l'équilibre de ce vieux palais. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Nemo. Merci Adrien. On te retrouve dans Canapé Game, Les Pires Rennais et À Gauche Toute. Voilà, et toi on te retrouve dans Ludologie. Merci à Suzy Q pour le générique et la petite citation du mois. Alors j'ai failli aller réécouter l'émission pour retrouver ta phrase de fin. Mais là, hasard de mes notes, j'ai une citation que j'avais notée pour une autre émission qui est « La politique me passionne, mais dès qu'elle devient politicienne, elle cesse de m'intéresser. On espère qu'on n'a pas fait de politique politicienne et on espère surtout qu'on vous a intéressé. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et c'est Nicolas Goldberg. Je t'ai pas dit l'autre. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.